Arc-en-ciel de bonne humeur, mes chéris love. Aujourd'hui, on reçoit un invité, pas n'importe quel invité, puisque c'est Kalala Omotunde qu'on reçoit sur la chaîne Angalia Positive Vibes. Nous allons parler des choses importantes, des choses qui nous concernent. Donc, Otep. Otep, à topé, comme on dit. Oui, effectivement. C'est-à-dire que là, déjà, les gens se posent toujours la question, mais pourquoi Nyosere Kalala Omotunde? Oui, voilà. Il faut savoir qu'effectivement, Omotunde, c'est un mot Yoruba. Au Yoruba, ça veut dire le fils qui est revenu vers ses ancêtres, vers sa culture. Donc ça, c'est important. Kalala, c'est un titre que m'a donné l'école diopienne, donc au niveau notamment du professeur Bilolo. Oui. Parce que le Kalala, c'est celui qui, dans le royaume, doit prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui dysfonctionne, de manière à trouver des solutions. Vous voyez, et le Nyosere, c'est l'éthique. C'est-à-dire on le fait pour un idéal, qui n'est pas un idéal humain en fait. Oui, oui. C'est simplement parce que l'harmonie doit toujours régner en tout. Oui, c'est voilà. vrai. Et c'est un peu ça que manifeste la notion de Nyosere Kalala Omotunde. Voilà. D'accord. Et c'est vrai qu'en m'intéressant à l'histoire, oui. Parce que quand on est en Guadeloupe, moi j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai fait ma scolarité, j'étais très surpris de voir qu'on ne m'a jamais interrogé, par exemple, sur quelque chose qui me concernait moi, mon histoire, ma culture. C'est-à-dire que je trouvais, mais vraiment sidérant, le fait de ne pas avoir une note résultant d'une question qu'on m'a posée à l'oral ou à l'écrit, mais qui me concernait, c'est-à-dire qui concernait l'histoire des Africains de la Guadeloupe. D'accord, personnellement, je comprends. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en terminale, c'est pour ça que mon devoir de terminale était plus en règlement de compte, en philosophie, qu'un vrai devoir, ça il faut le savoir. C'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait eu manipulation. Parce que ma mère, elle était institutrice, j'ai eu l'occasion d'être scolarisé à Paris, à plusieurs reprises, et de voir aussi que les jeunes qui étaient à Paris avaient véritablement accès à leur culture. Quand on allait dans les musées, on parlait de leur culture, de leur roi, de leur héritage. Avec leur château. Voilà, totalement. On a fait château, tous les châteaux de Versailles, on a château de Saint-Germain-en-Laye, donc c'est des choses que nous avons vues. Et la chose, c'est qu'en fréquentant des jeunes qui avaient mon âge, originaires du Japon, originaires d'Inde, originaires de Chine, lorsqu'ils parlaient de leur culture, je voyais bien cette fierté qu'ils avaient. Et lorsque le sujet arrivait, où on me posait à moi des questions, où le sujet arrivait sur l'Afrique, je me rendais compte que, en fait, je n'avais pas de réponse. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est si important de se connaître qu'on ne peut pas passer son temps à avoir des questions sans avoir de réponse concernant son histoire, sa culture, ses antécédents. Et c'est là que j'ai pris le chemin véritablement de cette investigation de l'histoire. Mais j'ai compris une chose qui était peut-être plus importante que tout, le paradigme. Vous pouvez être animé de bonnes intentions, mais vous n'êtes pas dans le paradigme qui est le vôtre, vous êtes manipulé. Et la plus grande manipulation, c'est le paradigme. D'accord. Je prends un exemple, il y a un jeune qui m'a appelé des États-Unis. Et il m'a dit, vous savez, monsieur Omotunde, je fais des études d'ingénieur, d'engineering, et je vous garantis que dans 5 ans, quand je vais revenir, eh ben, je pourrais être opérationnel parce que j'aurai appris un certain nombre de choses. Et je lui dis, tu sais, il faut que tu apprennes que l'enseignement est toujours arrimé à un paradigme. Et en plus, quand tu parles d'université, d'enseignement scolaire et autres, il y a des intérêts économiques. En plus, enjeu, voilà. C'est vrai. Donc, quel est l'enjeu? En fait, la nation présente ses solutions, c'est-à-dire les solutions de ses industries à ses étudiants. D'accord. Mais la solution brésilienne, elle n'est pas abordée. La solution indienne, elle n'est pas abordée. Et c'est exactement ce qui se passe en Guadeloupe. Vous avez des étudiants qui font de brillants travaux, de brillantes thèses, puisque ça m'arrive d'être jury dans des fois des présentations de thèses. D'accord. Et je vois ce décalage. C'est-à-dire qu'on n'a pas de racines lorsqu'on parle des choses. On n'a pas de racines lorsqu'on parle du pays. On ne sait même pas parler d'un pays. En réalité, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un pays. Je vous prends déjà un exemple classique. Tout pays est fondé sur 1, 2, voire 3 des 4 éléments. D'accord. Donc, ce qui veut dire que déjà, ça s'appelle l'énergie du pays. Vous voyez? En Guadeloupe, on a 2 énergies. On a le feu, parce que la basse terre, c'est le feu. Ah oui. Et on a l'eau, parce que la grande terre,
C'est l'eau, c'est-à-dire ce sont les sentiments. Oui. Donc la date de la formation archéologique n'est pas la même. Ah, oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a eu un des deux, mais pas les deux. Vous voyez? Bon. Mais les deux ne se touchent pas. C'est vrai. Donc ce qui veut dire que quand vous prenez conscience de ça, oui. ça veut dire que dans la nature des vibrations des êtres qui sont sur ce territoire, oui. il y a deux types d'êtres. Ceux qui explosent comme des volcans, oui. ou ceux qui débordent. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils vont accumuler des frustrations, oui. et qui vont faire des dépressions, qui vont baisser les bras. Est-ce que vous voyez l'affaire? Parce que il faut pouvoir arrimer ces vibrations. Nous avons, nous, les 4 éléments. Oui, oui. Mais il faut accorder vos 4 éléments aux éléments du pays. Si vous êtes en dissonance, donc vous n'êtes pas, je dirais, dans la résonance avec votre pays. Vous voyez? Et les gens, c'est-à-dire que la façon dont les choses sont perçues pour tout le monde, oui, oui. C'est-à-dire, quand on parle de la dimension sacrée d'un pays, oui. c'est pas l'amour, c'est l'arrimage aux forces énergétiques de ce pays. Encore faut-il savoir où se trouvent ces forces énergétiques. Mais le fait d'ignorer les forces énergétiques, ça fait qu'il y a un déséquilibre alors. Oui, mais les autres le connaissent. Ah, d'accord. C'est-à-dire que vous prenez par exemple un Japonais qui est shintoïste. Oui, oui. Il va arriver en Guadeloupe. Pour lui, c'est normal de faire une libation aux 2 éléments de la Guadeloupe. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il perçoit, parce que c'est comme ça. Vous pensez que quand les colonisateurs sont arrivés, ils n'avaient pas... Mais bien sûr qu'ils avaient cette optique. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on crée pour vous un univers de connaissances qui n'est valable que pour vous. Mais il n'est pas partagé. C'est-à-dire que si vous prenez l'univers de connaissances qu'on vous lègue en Guadeloupe et que vous allez sur la plateforme internationale où on échange les univers de connaissances, personne n'en voudra. Pourquoi? Il n'y a pas de racines. Il n'y a pas d'analyse scientifique, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de loi. Normalement, toute chose est soutenue par une loi. Oui, c'est vrai. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple. Vous arrivez, vous posez un tambour par terre. C'est quoi les 4 points cardinaux? Le nord, il est où? Le sud, il est où? Tu peux poser un tambour par terre comme ça. C'est vrai. Il faut connaître les 4 points cardinaux. Donc, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que nous avons une perception des choses qui n'est valable nulle part. Je vous dis, moi j'étais dans beaucoup de pays. Oui. Ne serait-ce que pour toucher un tambour, les choses, les rituels, même un gamin de 14 ans, il doit laver les mains, il y a des cordages qu'il doit mettre autour des mains, il y a toute une série de préparations. Bien sûr. Vous voyez? Et puis il faut savoir, est-ce que la lune monte, est-ce que la lune descend? Parce qu'il y a des sons qu'on ne peut pas jouer quand la lune descend, des sons qu'on ne peut jouer que quand la lune monte. C'est pour ça que les sons des tambours, ben, ils sont périodiques, c'est par rapport à telle période, par rapport à telle chose, par rapport à telle étoile. Vous voyez? Et puis quand vous avez une étoile, une planète au-dessus de la tête, vous devez jouer le rythme de cette planète. Il y a 7 planètes. Donc il y a 7 rythmes du croca. C'est vrai. Et si vous avez Jupiter au-dessus de la tête, vous devez savoir, dans notre tradition, c'est quoi cette étoile? Comment elle se nomme? Quel est le son? Quel est le rythme? Donc tout ça, c'est arrimé à des connaissances. Pourquoi? Parce que lorsque je fais de la culture avec un enfant, je dois lui enseigner l'astronomie. D'accord. Je dois lui enseigner la physique des éléments. D'accord. Mais tout ça à travers sa culture qu'il va découvrir dans un exercice qui peut être la danse. On voit pas ça. Non, c'est pas comme ça parce que en fait, la manipulation vient du fait. Mais je vous dis une chose, il y a un spécialiste qui l'a dit, c'est Jean de Foucambert. Jean de Foucambert a écrit l'école de Jules Ferry. Et je pense que ce monsieur a été inspecteur d'académie en Guadeloupe. Parce que pour ceux qu'il a écrit sur la manipulation je dirais, des élites. Dans le cadre de l'enseignement scolaire en Guadeloupe, je pense que c'est une expérience qu'il a vécue. Vous voyez? C'est-à-dire que la chose, et qu'il expliquait par exemple dans son ouvrage d'analyse, c'est qu'on nous apprend des connaissances toutes faites, pas les mécanismes permettant de bâtir des connaissances. C'est pour ça que, Adija, quand je dis maîtriser le savoir, c'est de ça dont je veux parler. Mais je me rends bien compte qu'à force de nous donner des savoirs tout faits, on a des difficultés à concevoir le savoir. Parce que la chose, c'est quoi? Chaque fois qu'on conçoit un savoir, on cherche à rentrer dans un cadre occidental. Vous voyez? C'est-à-dire que celui-là va faire la médecine, mais il faut que ça soit compatible au discours européen sur la médecine. Celui-là va faire de la cuisine. En fait, il faut que ça soit compatible au discours européen sur la cuisine. Mais c'est quoi ça faire? C'est pour ça que j'ai dit, moi quand j'écris pour mes frères et sœurs. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Je veux dire, bien pour montrer que je ne suis pas là pour me conformer à des canons esthétiques extra-africains. Ça ne m'intéresse pas. Non. Vous voyez, je veux dire par là? Oui, et c'est cohérent. C'est normal. Mais la difficulté, elle est là. Je prends un exemple. Il y a une personne qui a fait un travail très étoffé
qui avait pour titre La Musica. D'accord. Je dis à cette personne que ce travail, il est très intéressant si on est en Europe, mais vis-à-vis de nous, il ne vaut rien. Et qu'il va falloir recommencer. Et que, quitte à passer des éléments d'appréciation, il faut recommencer le travail. La personne me dit, mais vous n'avez même pas lu, vous vous êtes arrêté au titre. Je dis, mais le titre me donne déjà la tonalité de l'ouvrage. Parce qu'il faut comprendre une chose qui est importante. Un ouvrage, c'est une vibration. Elle est compatible à votre vibration ou elle n'est pas compatible à votre vibration. D'accord, d'accord. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Vous voyez, chaque culture est une vibration qui a une tonalité et qui a une amplitude. D'accord. Ce qui correspond à votre culture, c'est une mélodie. Parce qu'encore que vous ayez fait des recherches pour savoir quelle est votre fondamentale culture. Vous voyez, votre culture fondamentale. Bon. Mais la chose qui se passe, c'est que si on n'a pas compris ça, ça veut dire que lorsqu'on écrit, lorsqu'on fait la cuisine, lorsqu'on danse, on est marginal. On intègre quelque chose de différent. Et j'ai pris le temps d'expliquer à cette dame quelque chose de simple. Moi, avant, quand j'étais gamin, le premier endroit où j'ai habité, c'est à Pointe-à-Pitre. Et Vélo faisait du tambour à Pointe-à-Pitre. D'accord ? Je ne dis pas que j'allais voir Vélo, parce que c'était une affaire d'adulte, j'étais trop petit. Mais j'entendais les gens parler. Et les gens disaient, Vélo qu'a fait tamboula palais. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que Vélo jouait au tambour. Lorsque je me suis intéressé au dogon, j'ai vu que les dogons parlaient de la parole d'un instrument. Ce qui m'a ramené sur France Fanon, qui a écrit dans Peau noire, masque blanc, il a fait clarinette là, palais. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de notion, elle joue de la clarinette. Mais elle fait parler la clarinette. Ça veut dire qu'à travers la clarinette, il y a une parole qui sort, un enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où nous parlions de parole d'un instrument? C'est vrai. Après, on s'est mis à parler de jouer dans l'instrument. C'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Et de musique. C'est parce que il y a eu un formatage occidental des cerveaux et un regard sur notre culture qui est le regard d'un étranger sur une culture qu'il ne comprend pas. C'est vrai. Bon. Lorsqu'on utilise le mot musique, ça vient de mousiké, qui est un mot grec, qui ramène aux muses. La muse, c'est cette jeune femme qui va un peu exciter les sens de l'artiste pour l'emmener à produire un résultat, soit une œuvre d'art, une peinture, une musique. Mais la chose, c'est que nous, quand on pratique, on n'est pas dans l'univers des muses. Non. Mais on est dans une pénétration du monde subtil, c'est-à-dire le lien avec les ancêtres, avec les divinités, c'est tout ça en fait. Comment ça se fait qu'on pratique une culture avec des mots qui ne correspondent pas à ce que nous ressentons? Vous voyez, mais, ça va pas, mais non, il y a un décalage. C'est vrai. Et ce décalage-là, c'est-à-dire entre la fréquence que vous avez et la fréquence de ce que vous faites, eh ben, c'est ça qui crée en fait une espèce de désharmonie. Et il faut recréer l'harmonie. Oui, c'est ça. Et donc à partir de là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la dimension, par exemple, du créole. C'est un mot extrêmement nocif. Parce que la chose, c'est que ça part du principe du paradigme occidental. Vous voyez? Alors que c'était un paradigme qui était celui, véritablement, des gens qui étaient dans la nature, qui étaient dans les champs, qui, voilà. C'est un autre univers. Bien sûr. Moi, quand j'étais gamin, j'ai eu l'occasion de côtoyer cet univers-là, même dans les aspects de distraction. Je me rappelle, les adultes, des fois avaient des choses un peu graves à se dire. Mais dans les mots, les formules du créole, il y avait, je dirais, des façons de dire les choses qui faisaient que l'enfant ne se rendait pas compte. Un encodage. Voilà. Que les adultes étaient en train de dire des choses un peu... Voilà. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tout est ramené dans le cru. C'est-à-dire que les adultes n'ont plus ce souci de l'oreille du jeune qui est à côté, et on se dit les choses crûment. C'est vrai. Alors moi je me dis, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Comment on a fait ce glissement de terrain? Vous voyez? Parce que moi je me rappelle une fois, j'étais aux Abîmes, il y avait des gens qui jouaient au domino, et je suis venu les voir jouer au domino. Et à un moment, il y a eu un problème entre eux, ils ont commencé à se fâcher. Mais ce qu'ils disaient, j'y comprenais rien du tout. C'est après
quand j'ai grandi, je me suis dit, ce jour-là, ils étaient en train de s'insulter. Ok. Mais parce que j'étais là, ils utilisaient des formules, des choses vraiment très feutrées. Voilà. Et je me dis, mais où cet héritage-là, ça est passé? Vous voyez, parce qu'il y avait quand même le respect de l'oreille de l'enfant. Il y avait tout ça. Au-delà de cela, on a voulu considérer que quelqu'un qui s'appelle Robert pourrait s'appeler Wobé. C'est-à-dire qu'on fait un glissement de terrain. Oui, ben ça... Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui dit. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être un peu sérieux. Oui, c'est vrai. Vous voyez, la capacité de nommer, c'est prendre possession de l'énergie. Je suis d'accord. Donc, de toute façon, je dirais, l'intérêt, c'est de comprendre l'importance d'être à l'origine du patronyme, du toponyme, les noms des lieux. Oui. Moi, j'étais à Mayotte. Tous les noms de Mayotte, les noms de villes, les noms de localités sont mahorais. C'est-à-dire, c'est impressionnant. Wow. C'est Mamoudzou, c'est machin. On voit vraiment qu'on est dans un bain culturel, on est dans quelque chose. Quand vous revenez ici, vous avez tout, c'est des noms occidentaux. Mais on croit qu'on est au Petit Paris. Oui, mais les gens de si, oui de c'est-à-dire qu'il y a une profonde ignorance. Vous voyez, par exemple, quand vous avez des gens qui disent oui, Ancien Monde Guadeloupe, il faut comprendre que ces choses-là, il faut véritablement rentrer dans le processus de disparition de ce genre de langage. C'est vrai. Pourquoi? Parce que lorsque le rituel ésotérique d'arrimage de la Guadeloupe aux forces ésotériques occidentales a été fait par Christophe Colomb, nous n'étions pas là. C'est vrai en plus, c'est vrai. Donc on ne peut pas se réclamer de rituels ésotériques pour lesquels on n'était pas là. Et il faut que les gens apprennent que la colonisation, c'est s'emparer de territoires avec des rituels ésotériques. Vous voyez, il faut que les gens apprennent ça. Mais c'est bon de le dire. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut être quand même un peu sérieux. Hein? Il faut arrêter d'être des enfants en permanence au niveau de la réflexion. Beaucoup d'entre nous se revendiquent créoles, guadeloupéens, non, c'est-à-dire que là, il faut des séances d'explication. Il faut des séances d'explication parce que beaucoup de choses ne sont pas dites. C'est vrai. Quand on commence à les aborder, les gens sont ahuris, d'accord? Et il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Et c'est véritablement dans cette direction-là que je pense que le travail doit être fait. Vous voyez, moi, quand je prends le temps de m'asseoir, par exemple, pour mener une réflexion à travers un ouvrage, le but du jeu, c'est d'emmener la personne à faire un parcours d'intériorité. C'est-à-dire se questionner en elle-même et de se dire, mais sur quelle base j'ai fondé mes certitudes? À partir de quelles informations? À partir de quelles sources? Finalement, quand on réfléchit à tout ça, on se rend compte qu'on est sur des fausses croyances. Totalement. On marche en fait sur de la paille. Je vais vous dire une chose. On est sur une fausse économie. Parce que la franchise ne sera jamais une économie. Moi, quand je vois le nombre de franchises qu'il y a ici, je dis, mais comment peut-on parler d'économie? C'est de la fausse économie. Vous voyez, c'est de l'économie artificielle. Bon. Et nous sommes des bonnes vaches à lait pour ça. Surtout que, quel est l'enjeu de la franchise? Et c'est ce que j'explique aux jeunes générations. Pour les franchises. Vous savez que quand on va dans un musée, ce qu'on montre aux enfants, quand on est avec les enfants, c'est ce que une civilisation a réalisé avec ses 10 doigts. C'est vrai. Vous voyez? Et dans les musées, il n'y a que ce que les hommes ont réalisé avec leurs 10 doigts. C'est vrai. D'accord? Bon. Si je dois témoigner aujourd'hui de ce que nous avons réalisé ici, de nos 10 doigts, pour les enfants dans 80 ans, c'est-à-dire dans 80 ans, des enfants vont venir dans un musée voir ce que nous avons produit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va leur montrer? Des téléphones portables, des tablettes tactiles? Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. La chose, c'est que comment ça se fait? Il faudrait qu'on montre un cas à la rigueur. Mais c'est ça l'enjeu. On va commencer, on va montrer le cas en disant que ça vient du fût des Anglais. Ah oui, non. Mais non. Ah oui. Ah, il faut nettoyer le discours de tout ça parce que, comme je dis, le tambour est une invention de l'Égypte antique. C'est vrai. Pharaon avait le même tambour que nous. D'accord? Le quart était l'unité de mesure du fût. Voilà. Que tout simplement les Anglais ont repris. Et quand vous demandez aux Anglais, c'est-à-dire les Écossais, les buveurs de bière, mais pourquoi vous dites que le tambour est né en Afrique? Ils disent une chose qui est très simple. Il fallait apprendre la torsion du bois. C'est-à-dire qu'il faut tordre le bois et que le bois garde la forme. Bien sûr.
Et les premiers qui ont fait ça, ce sont les Africains parce qu'ils ont fait des bateaux. Il fallait tordre le bois pour faire la coque du bateau. C'est vrai. Vous voyez, comme vous voyez, les barques de Khéops, tout ça, effectivement, le bois est tordu. Oui, c'est mais vrai. c'est des bateaux qui datent de 6 000, 8 000 ans. Voilà. Et c'est à partir de la maîtrise de la torsade du bois, là, pour faire des bateaux, qu'on a commencé à torsader le bois pour faire des fûts. Et des fûts, c'est devenu des tombeaux. Donc j'ai trouvé, c'est ça qui est extraordinaire, le tombeau d'un dignitaire qui était un tambouiller de l'époque de l'Égypte antique, qui parle de son tambour, qui dit qu'il a passé toute sa vie à frapper le tambour. Donc on voit que cette pratique-là, en fait, elle est particulière dans la tradition africaine parce que il y a 2 instruments dits révélés. Ce sont les cordophones. Alors les cordophones, c'est-à-dire que vous avez... C'est vrai qu'il y a des choses que, des fois, c'est très particulier. Vous savez, vous avez les cordes mâles et les cordes femelles. Vous avez le son mâle, le son femelle. D'accord. Donc le grave, on va dire par exemple, le grave c'est le son grave, c'est le son mâle, l'aigu c'est le son femelle. Vous voyez l'affaire? Quand vous mélangez les deux, vous voyez les gens qui se mettent à bouger. Vous voyez l'affaire? Donc ça veut dire que le mâle et le femelle vont enfanter une force que les anciens appellent I. I, c'est cette force-là qui va faire bouger la personne. D'accord. Mais dans la perception de nos ancêtres, il s'agit de nettoyer l'individu des basses fréquences. C'est-à-dire que cette personne peut être, par exemple, je sais pas, elle a mal au genou, ou elle est énervée, elle est machin, elle est frustrée, tout ce qu'elle veut. Et puis la musique, petit à petit, elle commence à bouger, et ça va carrément réanimer les vibrations intérieures de la personne. Elle va commencer à bouger le genou. Après, on va dire, mais tu n'avais pas mal au genou alors? Et dit oui, mais musique là tellement beau, tu vois. Ça l'aide à s'harmoniser. Voilà. Vous voyez l'affaire? C'est ce qu'après on a appelé la musique thérapie. Mais en fait, pour nos ancêtres, c'était de la vibration, c'était de la parole. C'était comme un bain d'énergie qui réorganise le plus et le moins, le féminin et le masculin. Maintenant, au-delà de ça, il y a l'harmonie dans la civilisation entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que la dimension matriarcale de la société africaine se voyait dans la pratique de ces arts. C'est-à-dire c'est toujours le masculin et le féminin harmonisés. D'accord. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est ça qui est important. Le principe de dualité, mais harmonisé. Alors quand on fait le son, donc les aigus et les graves, il va y avoir une oreille mâle et une oreille femelle. Et l'oreille mâle et l'oreille femelle, quand les sons vont se joindre dans l'intériorité de l'individu, ça va créer la vibration. Ça va vraiment dynamiser cette vibration. Ce qui pousse la personne à se mouvoir. Et ce mouvement-là, ça s'appelle une divinité qui s'appelle I. Et I, c'est la guérison. D'accord. Voilà, I, c'est la guérison, c'est ce qu'on appelle un peu le nombre d'or de la musique. Vous voyez? Parce que ça réharmonise et ça machin. Donc, qui fait que, à partir de là, on comprend que, ah oui, effectivement, en fait, s'il y a tout ça derrière, le tambour, il faut savoir quand on le pose, est-ce qu'on le pose en direction du nord, de l'est? C'est là où ça commence à prendre une signification. Parce que même le tambour, il faut savoir que quand on est le tambour boula, ce sont des tambours telluriques. D'accord. C'est-à-dire le son va s'arrimer au noyau de la Terre. D'accord. Mais le marqueur, c'est un son cosmique. Ok. Et le son va s'arrimer au centre du Soleil. D'accord. Donc cette rencontre-là, des deux, crée une énergie qu'on appelle le cosmotellurique. D'accord. C'est pour ça que le corps de l'homme devient un caisson de résonance et la musique va véritablement faire ce parcours intérieur et régénérer l'individu. D'accord. Donc ça fait que lorsqu'on commence à aborder ça, c'est intéressant de rentrer dans le fonctionnement des cellules. Qu'est-ce qu'une cellule? Parce que la cellule reçoit le son non pas sous l'aspect d'une musique, mais sous l'aspect d'une énergie. Et le masculin et le féminin, ça va devenir plus et ça va devenir moins. Voilà. Et plus c'est moins, c'est une pile. Exact. Ça produit l'énergie et ça équilibre les vibrations. Donc c'est pour ça que toutes ces choses-là, quand je vois, par exemple, dans les documentaires, on l'aborde sous la forme de la physique quantique, ou la physique des éléments, je dis, tu vois, c'est exactement ce dont parle notre culture. Sauf que pour nous, c'est notre culture. Certains vont voir la science, bien sûr, mais pour nous, c'est notre culture. La chose, c'est que pourquoi on a autant de difficultés à pouvoir parler ouvertement de notre culture? C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai. Parce que moi, je on vois... a même peur, Oui, c'est-à-dire que je vois... il y a beaucoup d'incompréhension. Vous voyez, il y a beaucoup d'incompréhension. Moi, ce que je dis, vraiment, c'est que tout cela est démontrable. C'est démontrable aujourd'hui. Il y a suffisamment d'éléments scientifiques
qui montre que oui, mais c'est ça. Mais c'est que justement, malheureusement, l'école nous a programmés pour avoir honte de ce qui est à nous et embrasser la culture de l'autre. Oui, mais la culture de l'autre n'a pas les mêmes matériaux que les autres. C'est ça. On ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer les deux. Mais on respecte toutes les cultures. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais la chose, c'est qu'on a une préférence pour la nôtre. Voilà. Parce qu'elle est porteuse de beaucoup de choses. Oui. Hein, quand on parle de mathématiques fractales, de choses comme ça, on retrouve tout ça dans la musique. Et elle nous aide à nous épanouir aussi. Totalement. Oui. Totalement. On parlait d'harmonie. Mais pas que nous. C'est-à-dire quand on voit l'importance que la musique nous a appris dans le monde, on se rend bien compte que si elle n'était pas porteuse d'une énergie harmonisante, elle n'aurait pas pu avoir autant d'impact. Non, c'est pas possible. Moi, je me rappelle une fois, j'étais au fin fond de la Jordanie. Oui. Je voulais aller dans un restaurant. Le restaurant, il y avait du zouk. Oh. Je dis, mais attends, mais je suis au fin fond de la Jordanie. On a traversé un désert et compagnie. Oui. Et j'arrive dans un restaurant, il y a du zouk. Je dis, mamie, mais je dis, mais c'est quand même puissant. C'est de ça dont il s'agit. Oui. Parce que je dirais quelque part, il faut pouvoir parler de notre culture dans un discours qui n'est pas académique. C'est-à-dire, quand je dis qu'il n'est pas académique, c'est-à-dire qui montre que nous avons notre propre discours sur notre culture. C'est vrai. Et que nous sommes obligés, en mesure aujourd'hui, de le démontrer scientifiquement parlant. C'est ça qui est important. Mais j'ai une question par rapport justement au mot créole, parce qu'on a tendance à dire que nous ne parlons pas créole. Est-ce qu'on ne pourrait pas substituer en fait ce mot-là pour donner un terme ou une expression qui collerait un petit peu mieux? Totalement. Moi, je disais, d'ailleurs c'est ce que j'ai écrit dans certains ouvrages, le médoucam. Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut des explications, d'accord? Oui. Quand on parle de cas, on parle d'énergie. Oui. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord. Parce que notre culture est une culture de fabrication, d'enfantement et de gestion d'énergie. C'est vrai. Mais cette énergie, elle est en élévation. Oui. Donc, c'est ça que représente la notion du cas. Oui. D'accord? C'est la force vitale, c'est l'énergie vitale, l'énergie transcendantale. C'est l'énergie... C'est-à-dire qu'on se sent un peu amorphe, on se connecte à cette énergie-là et pouf, on est rechargé. Oui, d'accord? Donc ça, c'est important. Maintenant, le M, ça signifie être noir. D'accord. C'est le Kam qui veut dire être noir. Mais ça signifie aussi atteindre ses objectifs. D'accord. C'est ça qui est, quand on prend un dictionnaire hiéroglyphique, on voit qu'il y a la notion donc, du fait d'être noir, mais du fait d'atteindre ses objectifs. Donc on peut se poser la question, mais comment a-t-on l'association? Moi, la première chose que j'ai constatée, c'est que nos ancêtres ne se sont pas définis noirs en tant que noirs pour le plaisir de dire qu'ils étaient noirs. D'accord? Il faut savoir que les gens ont une pratique quand ils font du jardinage, c'est de prendre une terre noire qu'ils appellent le terreau, qu'ils mettent sur la terre. C'est-à-dire quand ils ont planté quelque chose, ils mettent dans la terre, mais après ils mettent du terreau, et le terreau est particulièrement noir. C'est vrai. Quand tu demandes à la personne, mais pourquoi tu rajoutes de la terre noire sur de la terre noire? Elle te dit non, parce que cette terre-là, elle a une puissance qui va... Ah ben c'était ça en fait, le mot noir de l'époque. C'est le limon fertile du Nil. Ah, oui, et vous verrez que dans les textes, ils disent que le Créateur a pris le limon fertile du Nil. C'est pas la terre d'Égypte, hein. C'est le limon fertile, vous voyez, avec lequel, donc ça veut dire une humanité capable de créer les énergies qu'il fallait pour toutes les autres humanités. Donc capable de féconder, une humanité particulière capable de féconder toutes les autres civilisations. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour ça que c'est important. Maintenant, lorsqu'on parle de Med et de Médou, on parle de parole. D'accord. La parole, avant d'être un son, c'est une vibration. Et dans notre façon de dire les choses, on a une façon de dire les choses qui parle d'abord à l'énergie de la personne. Maintenant, avec je dirais la musique, nous avons été amenés, et ça c'est une très bonne chose, à travers les textes de Kassav et compagnie, à voir la douceur, l'harmonie, la poésie qu'il y avait. Parce que c'est vrai que l'esclavage avait fait que c'était une espèce de parole, je dirais d'opposition, d'énervement. Et là, on est rentré dans quelque chose qui a vraiment donné à cette parole son essence. Voilà, on a laissé les tensions. Voilà. Voilà. Donc, quand on dit Médoucam, c'est le fait d'associer
la vibration qui sort de la bouche à la notion d'élévation. D'accord, d'accord. C'est pour ça que pas de mots négatifs. Oui, d'accord. Vous allez voir que dans nos chansons, il y a trop de mots négatifs. C'est vrai. On ne peut pas, je dirais, avoir une expérience négative et en faire une chanson. Parce que c'est diffusé partout dans le pays. Mais nous pas plairer. Voilà, on ne peut pas. C'est pas bon. Vous voyez, parce que le médou, quand je dis le médoucam, il faut bien comprendre que de ta bouche, tu émets une vibration qui doit correspondre à la notion d'énergie, d'élévation. La vie. Donc quand on a ça, ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre de la création rentre dans ce cadre de perception. C'est ce qu'on appelle créer une éthique, une colonne vertébrale. C'est-à-dire maintenant j'ai une colonne vertébrale, je peux commencer à enfanter de la création. Et ça, c'est donc important. Je comprends. Et c'est pour cette raison que je dis, il faut que nos artistes essayent d'accorder une oreille attentive à cela. Ah, ok. D'accord? Oui. Quand un être vient au monde, il vient au monde sur une fréquence vibratoire. D'accord. Lorsqu'il fait partager ce qui est de l'ordre de lui, c'est-à-dire ce qu'il a introduit dans l'univers, parce qu'il faut savoir que dans notre tradition, c'est le créateur seul qui a introduit dans l'univers tout. D'accord. Après, il a donné aux hommes la faculté de créer. Les hommes ont donc la faculté de penser à quelque chose, de matérialiser. C'est-à-dire qu'on appelle introduire dans l'univers quelque chose qui émane de l'essence créative de telle personne. Mais il y a des lois. La première des lois, c'est que tu ne peux pas créer quelque chose dont la fréquence est en dessous de ta fréquence. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une phrase et avoir 5 mots positifs, négatifs, sur 20, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce que c'est la positivité qui t'a mis au monde. Donc on fait attention à la parole, bien très sûr. important. L'homme, il est symétrique. Il a 2 yeux, 2 oreilles, mais c'est une symétrie parfaite. C'est une architecture parfaite. Pourquoi ce qu'il crée n'est pas conforme à cet article? En plus, vous voyez qu'on part du bas et on grimpe. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que la notion de l'art, c'est la même chose, la verticalité. C'est vrai. Vous voyez, c'est créer cette notion de verticalité. Et je vois dans le discours, des fois, que les jeunes ont entre eux sur les WhatsApp, c'est ce qui leur manque. Moi, vous savez, c'est quelque chose. Vous savez, une fois, pour donner un exemple, on m'a demandé de faire un cours de marketing. Parce qu'avant, je travaillais dans une agence à Paris. Et j'arrive, on me dit, les jeunes qui sont là sont un peu perdus. Et donc, ce n'est pas possible de faire un cours de marketing parce qu'il faut plutôt les aider à redonner un sens à leur existence. Et donc, à partir de là, j'ai dit, mais attendez, moi j'ai préparé quand même un cours de marketing. Bien sûr, on peut pas faire autrement. Bon, d'accord. Mais oui. Donc, je suis rentré et j'ai commencé à discuter d'une chose très simple. Je leur ai dit, est-ce que ça leur est déjà arrivé de voir des arbres couchés chez nous? Oui. Ils me disent des arbres couchés chez nous, par exemple de ramasser des cocos dans un cocotier au niveau du sol, de ramasser des mangues dans un manguier au niveau du sol. On n'a jamais vu ça. Tout est debout. Je dis, vous voyez, donc si tout est debout, c'est qu'il y a une raison. Mais je ne peux pas être dans une salle où tous les derniers arbres couchés du pays se sont donné rendez-vous. C'est-à-dire, si vous reconnaissez que tous les arbres sont debout, vous devez être debout. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une question que ne se pose jamais la création, c'est quelle direction? La réponse, quand la graine a fait ses racines, c'est la verticalité. Donc, ce qui veut dire que peu importe le choix que tu fais dans la vie, tu dois être vertical. C'est ce que nos ancêtres appellent le fil à plomb. La rectitude, la verticalité. Vous voyez, et vous verrez ça dans les enseignements de nos ancêtres. C'est-à-dire, peu importe. Mais chez Willow, on prend note. La positivité, la verticalité. Très important. Parce que la verticalité fait qu'on prend de la hauteur. Oui, c'est vrai. Et qu'on a plus de recul pour apprécier ses talents. Donc, notre fréquence est plus élevée. Plus élevée. En plus, il y a une chose qu'il faut savoir, que je dis aussi des fois aux mamans, quand on arrive sur ce terrain-là. Dans notre tradition, l'homme naît avec des baous et des kaous. D'accord. Les baous et les kaous, c'est très important. C'est-à-dire, les baous, c'est la somme de talents que cette personne a reçu divinement à sa naissance. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et il faut savoir qu'il n'existe pas d'être en vie, c'est-à-dire même pour les animaux, ça n'existe pas d'être qui seraient dépourvus de baou et de kaou. Non. Tout le monde en a. Tout le monde en a. C'est-à-dire, vous prenez un chaton, vous lui enlevez sa maman, vous vous occupez de lui,
tranquillement, naturellement. Oui. Après, vous allez voir qu'il va apprendre à se débrouiller pour aller chercher à manger. Il va apprendre à chasser. Je veux dire, mais à quel moment, moi, je l'ai appris à chasser? Oui, vous voyez, parce qu'il va observer, il va prendre conscience de ses potentialités et il va mettre au point une stratégie. Il va réussir, il va échouer, il va échouer, il va réussir, jusqu'à un moment, il va devenir un fin chasseur. C'est excellent. Parce qu'il a essayé tellement de choses avec l'objectif qui était d'attraper sa proie. Et bien, on voit que finalement, il y est parvenu. Ben, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est-à-dire le baou, c'est la somme des talents que quelqu'un a reçus à sa naissance. D'accord. C'est pour ça que je dis que la notion d'être non intelligent, ça n'existe pas. D'accord. La notion de déficience intellectuelle, je n'y crois pas non plus. Alors, pourquoi je n'y crois pas? Parce que c'est un sujet qui peut heurter certains spécialistes, pédopsychiatres et autres. Moi, je fais des interventions en milieu scolaire où les enfants sont dits inadaptés ou déficients. D'accord? Il faut savoir que l'être humain possède plusieurs cerveaux. Et qu'il y a un cerveau qui est le bout des doigts. D'accord? Donc, ça veut dire que si, par exemple, on constate que le cerveau qu'il a dans la tête a besoin d'impulsion, parce que le cerveau, en fait, c'est une machine, mais vous avez vu, des fois, vous démarrez la voiture, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez l'affaire? Alors, on vous dit, bon, ben, il faut pousser le véhicule. C'est ça. Et quand vous poussez le véhicule démarre et vous partez. Mais un enfant peut être poussé aussi comme le véhicule. Il a le droit d'avoir des retards au démarrage. Mais il faut savoir qu'ils vont au bourret. Et donc, la chose, c'est que moi, j'ai constaté une chose. C'est que la vraie intelligence des enfants, c'est dans les doigts des enfants. Et donc, au lieu, par exemple, de faire des jeux sur feuille, bien sûr, je fais l'enfant rentrer dans le jeu. C'est-à-dire, je fais un jeu grandeur nature. Et si on joue avec des pions, eh bien, il sera le pion. Il est acteur. Voilà. Par exemple, on va avoir un gros dé. Il va lancer le dé. D'accord. Et il doit avancer de 3 cases. Eh bien, c'est lui qui va avancer de 3 cases. Parce qu'on a fait un gros jeu au sol, et il va avancer de 3 cases. Là, il n'y aura pas de pion. Et on faisait des jeux comme ça. Et c'est ça, c'est-à-dire que l'enfant se met dans la dimension du jeu en tant qu'acteur du jeu. Il n'y a plus de pion, il n'y a plus rien. Ça s'est perdu en 2020, c'est fini ça. La chose, c'est qu'en tout cas, les gens ont constaté, les gens ont constaté que ça fonctionne au-delà du réel. D'autant plus que nous, dans la tradition, on a les mathématiques sans chiffres. Donc en commençant avec des mathématiques sans chiffres, ça permet à l'enfant d'aller très loin. Donc toutes ces choses-là, vous voyez, c'est là où je dis que, moi quand je m'assieds, je regarde tout ça, je dis, mais notre culture, en fait, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que, quand je regarde les choses, je dis, mais c'est impressionnant. Puis nous garder, mais je dis, mais attends, belle bité. Maman, c'est vraiment... Je dis, mais c'est au-delà du réel. C'est merveilleux, c'est vrai. Au-delà du réel. Et on nous a caché tout ça. Tout ça. Et il y a une chose que j'ai constatée, et j'invite les gens à prendre conscience de ça. Vous avez passé la journée avec un vêtement. Et vous arrivez, par exemple, pour faire un coup de tambour. Avec le vêtement que vous avez passé la journée. D'accord? Ok. Maintenant, vous décidez d'aller prendre une douche et de porter un vêtement propre que vous n'avez pas eu durant la journée. Mais vous choisissez un vêtement qui est un vêtement culturel. Vous allez voir que ce qui va se passer, c'est différent. Effectivement. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils doivent comprendre, il y a ce qu'on appelle le bain éthérique. D'accord. Notre culture correspond à un bain éthérique. Oui, c'est une culture qui lie le monde réel au monde subtil. Mais encore faut-il être dans le bon bain éthérique. Vous voyez? Parce que c'est une culture qui a ses lois. Vous voyez? Et c'est là où je vois qu'il y a des choses qui se passent, que certains vont dire surnaturelles. Non, c'est parce que quand on a mis une dimension de pureté dans la pratique de son art, l'art devint divin. C'est vrai. Voyez? C'est vrai. Comme on est tous une part du divin. Voilà, comme on est une parcelle de la divinité. C'est vrai. Eh ben là, comme on a respecté une éthique, eh ben voilà, on obtient la résonance élevée. Très élevée. Et je dis aux gens, comme notre culture, c'est une culture scientifique et à la fois spirituelle, faites vos expériences. Faites vous-même l'expérience. D'ailleurs, on va profiter pour parler de quelques ouvrages. Totalement. Quelques ouvrages que tu as à l'Institut Anija. Oui, à l'Institut. Donc c'est quelques-uns. Expliquer? Oui, alors celui-là, cet ouvrage-là, c'est le manuel d'études simplifiées des Bédou Netcher. D'accord. Mais selon la méthode de Dieu des Cam. D'accord. Alors en fait, il faut savoir que c'est une longue histoire.
moi, je rends toujours hommage à une personne qui est René Louis-Tillet, qui était de la Martinique, et qui s'est vraiment sacrifié pour maîtriser les Médunetiers. Il est devenu docteur. D'accord. Et c'est lui qui avait fait la première grammaire simplifiée. Parce que c'est quelque chose qui est complexe, mais en même temps, il faut que nous ayons notre approche pour permettre aux gens d'accéder à la compréhension. Donc c'est sur cette base-là que j'ai conçu un peu ma méthode, mais j'ai rajouté la vocalisation de Jodekam. Le Jodekam qui permet d'avoir une sonorité un peu plus africaine des graphies. Mais bon, je dirais c'est un univers très particulier. La seule chose qu'il faut savoir, qui est important, c'est que Médunetier, c'est-à-dire les paroles de Dieu. Ah, d'accord. Nos ancêtres ont appelé l'écriture Médunetier, les paroles de Dieu. Donc les histoires des hiéroglyphes, ça va bien de ça vient des Grecs. Voilà. Mais Médunetier, c'est parce que c'est théologique. D'accord. Hein, ça, c'est important, totalement. Il y a un autre ouvrage que j'ai fait. Oui, alors là, c'est le magazine de l'Institut, dédié aux mathématiques africaines. On l'a fait pour les parents, les enseignants, les parents aussi qui veulent faire l'enseignement à la maison, mais aborder les mathématiques sous la forme ludique. D'accord. Parce que le jeu, c'est important. Et donc, nous avons... bon, ça commence toujours simple, après ça devient complexe. Bien sûr, mais au moins, on s'amuse au fur et à mesure, et l'enfant ne se rend pas compte qu'il fait des choses complexes. Donc ça, c'est important. Voilà. Alors ça, je l'ai fait parce que, après avoir fait des interventions à l'école, les enfants voulaient rentrer à la maison et en parler aux parents. Et les parents me disaient, mais l'enfant a fait un exercice, j'y comprends pas, il essaie de m'expliquer. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui me permettrait de refaire l'exercice avec l'enfant? C'est là qu'on s'est dit, bon, on va faire un manuel pour les parents, pour les enfants. Là, c'est plus les exercices, c'est pas les articles. Mais ça permet à l'enfant, tout simplement, et aux parents, de comprendre les algorithmes de calcul. Donc ça, c'est... J'avais participé à une conférence que tu avais fait, on avait fait l'exercice ensemble, c'était très intéressant. Franchement, je dirais que... Moi, je suis un passionné. C'est vrai mais ça nous fait plaisir. Je ne me lasse jamais. Même moi-même, des fois, je refais l'exercice moi-même parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait, on m'a privé de ça quand j'étais gamin. C'est ça. Moi, quand je suis seul avec moi-même, je me dis, mais tu t'en rends compte? C'est ce que je voulais quand j'étais gamin. C'est vrai. C'est pour ça que je m'assieds, je refais l'exercice. Mais en me transposant, dans mes univers d'enfants, en me disant, mais bon sang, ça c'est quand même quelque chose. Des fois, bref. Et pour aller plus loin, on va parler d'autres ouvrages. Voilà, la série Cosmogenèse. Série Cosmogenèse, c'est une série que j'ai écrite parce que je pense qu'il faut que nous soyons en mesure de nous laver du paradigme sémitique en matière de spiritualité. De Dieu et compagnie. Il faut arrêter ça. Parce que vraiment, il faut arrêter ça. Merci. Vraiment, il faut arrêter ça. Ces gens-là, je pense, on a du respect pour la culture des gens. Bien sûr. Mais nous n'avons jamais cherché à convertir quelque arabe ou quelque juif que ce soit à Dieu, Maui, Jadam, Jila, ou Ama. On a respecté tout le monde. Voilà. Donc, on demande aux gens, s'il vous plaît, gardez vos affaires pour vous. Voilà. Ça n'a ni queue ni tête, mais ça vous plaît, gardez-le pour vous. On respecte. Nous, on voudrait aller dans une autre direction. Voilà. D'accord? Et apprenons ensemble à se respecter. Voilà, c'est ça. D'accord? Ne venez pas me raconter des histoires avec vos affaires, parce que vous allez m'obliger à démonter votre truc en pièces détachées. Vous allez voir que votre truc n'a ni queue ni tête. Parce que, vous savez, je prends un exemple. D'accord? Oui. Dans le livre Cosmogenèse, tome 3, dont le sous-titre c'est Le mystère des divinités africaines, transmis à un saint chrétien, j'essaye de demander à des gens de m'expliquer comment. Après, on vous dit avoir fait le veau d'or dans le désert. Exact. Et que ça a été un scandale. Pas possible. Je voudrais qu'on m'explique comment le premier roi d'Israël a fait 2 veaux d'or. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose. Le troisième, le deuxième en a fait, le troisième en a fait, le quatrième. C'est-à-dire que là-dedans, j'ai mis une longue liste, d'ailleurs, qui avait été commencée à l'époque par René Louis. Voyez. Mais Jéroboam, roi d'Israël, fait 2 veaux d'or. On est dans roi 1, 12, 28. C'est-à-dire qu'on dit, mais attends, comment ça se fait qu'après avoir fait tout ça, le premier roi fait 2. Encore. Et vous prenez des textes comme ça pour des modèles de vertu. Je dis, il y a un problème. Non, mais non, ça va plus. Non. Et puis, la dernière chose qu'il faut comprendre, c'est aussi le rôle de la série Cosmogenèse. C'est cette affaire de veau d'or vient du fait que nous sommes le peuple le plus ancien.
Oui. C'est-à-dire que quand le soleil était dans Taureau, nous avions déjà bâti des civilisations. D'accord. Donc, comme on a connu le soleil dans Taureau, à l'ère du Taureau, on a représenté Dieu sous la forme du taureau. Bien sûr. Et naturellement, le pharaon, c'est le veau. Parce que lorsqu'on a représenté, on était à l'ère du bélier, on a représenté Dieu sur la forme du bélier. Bien sûr. Pharaon était l'agneau. L'agneau de Dieu. Ah, vous comprenez l'affaire? Okay. Eh bien voilà. Ok, on voyez ramasse comment les on a concepts des démystifié autres et puis hop. Donc on raconte des on histoires sort un livre saint. de veau d'or, alors que c'est le taureau, parce que Dieu est le taureau, Pharaon est le veau. Quand Dieu est le bélier, Pharaon est l'agneau. Et après, c'est ça qu'ils vont reprendre avec l'agneau de Dieu, leur affaire de Jésus. Ok, photocopie. Photocopie. Donc ça montre que nous avons aussi une part d'ignorance qu'il faut pouvoir régler de manière à faire en sorte que quand les gens divaguent sur ces terrains-là, que nous soyons en mesure de les ramener à la raison, leur expliquant, écoute, c'est vrai que tu n'étais pas là, tu es mon élève. Voilà. À une époque, même notre grand-mère t'a allaité, parce que tu ne savais même pas que 2 et 2 faisaient 4, mais je vais t'expliquer ce que tu ne sais pas. Voyez ? C'est-à-dire qu'on en est arrivé, obligé d'arriver là. Oui, on est obligé. À remettre les points sur i de manière à faire en sorte que les gens sortent de l'ignorance aussi et arrêtent de nous raconter des histoires dormir debout. S'il vous plaît, renseignez-vous, documentez-vous. L'Institut Anija, on se trouve à la Jaille. À la Jaille. Vous voyez, c'est passionnant, je dis. On pourrait rester encore là 2 heures, 3 heures, 5 heures. Moi, ce que je dis, c'est pour ça que c'est toujours difficile de parler de l'Institut. Je préfère laisser les gens en parler, ceux qui viennent. Voilà. Parce que un jour, un jeune m'a dit, vous savez, monsieur, en fait, je crois que ce que vous faites, vous upgradez les gens. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, oui, je vous ai observé. En fait, vous upgradez les gens. Les gens viennent ici, ils sont à une version 1.0. Et vous en faites des 2.0, des 3.0, des 4.0. En fait, c'est là où, je dirais, la notion de connaissance imbriquée dans la culture d'élévation prend son sens. C'est-à-dire que la personne prend conscience qu'elle doit elle-même aussi, dans sa vie, dans son intériorité, accomplir tout simplement son parcours d'élévation. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup, parce que j'ai été étudiante à Anija, et donc je vous encourage aussi à faire cette démarche-là, à prendre le temps, à trouver le temps. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Les horaires sont très arrangeantes, donc trouvez le temps et allez vers la connaissance. Si vous ne pouvez pas encore le faire, vous passez à l'Institut, prendre quelques ouvrages et commencer le travail de votre côté. Ou même un cours par mois. Mais oui, il y a toujours des moyens, mais on a une plateforme documentons-nous. On fait aussi les cours par Zoom. En plus. Donc, qui fait que là, vraiment... avec la situation. Voilà, donc qui fait qu'aujourd'hui... Donc, on s'adapte on s'est adapté. Je dirais que les gens en ont besoin. Oui. Donc, voilà, passez à l'action. Cessez de dire « ok, je vais ». Passez à l'action. Vous avez les ouvrages, vous avez tout ce qu'il vous faut. Nusere Kalala Omotunde sera là pour vous recevoir. Il y a d'autres étudiants, il y a d'autres personnes. Passez à l'action et vivez votre expérience aussi. Si tu permets, je dirais que tout cela est aussi dû à une façon, je dirais, un peu négligente. Une relation un peu négligente que nous avons avec la culture. C'est vrai. Il faut savoir que vous enlevez un Chinois, sa culture, il n'est pas aussi performant. Vous enlevez un Japonais, sa culture, il n'est pas aussi performant. La culture, c'est la notion de performance qui est donnée à l'individu parce qu'une culture, c'est une équation ésotérique d'élévation. Ah, d'accord. Il faut bien comprendre ce que je dis. D'accord. Une culture, c'est une équation ésotérique d'élévation. En gros, c'est indispensable la culture. Franchement, sans culture, tu ne peux pas t'élever. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. Donc, il faut le comprendre. Et je suis prêt vraiment à passer du temps à l'expliquer. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens doivent comprendre que dans leur vie de tous les jours, bien sûr. Quand on a des projets professionnels, des projets familiaux, des projets à tous les niveaux, la culture, c'est comme une carte qui te permet de te repérer en toi, dans les vibrations énergétiques que tu perçois, et de véritablement choisir la bonne direction. Une direction qui convient à ce que tu ressens dans ton intériorité. Qu'on ait des gamins qui puissent avoir ressenti en eux l'existence de tel baou, et après on va y mettre les kaou. Les kaou, c'est la motivation qu'on met dans la réalisation d'un baou. Vous voyez, donc le bas, c'est vraiment le talent. Donc le talent qui nous permet d'être excellent finalement. Voilà, mais il faut être motivé, il faut vouloir faire germer ce talent-là, voyez, et l'offrir aux autres. Ça, c'est important. Alors donnons-nous le droit. Et puis la dernière chose, c'est
Il faut toujours rappeler aux gens que chaque fois que vous allez chercher les fruits dans un arbre, vous levez la tête. C'est vrai. Donc, ce qui veut dire que si nous voulons trouver nos fruits, nous devons passer à un niveau supérieur de nous-mêmes. Parce que nos fruits nous attendent là-haut. Il faut qu'on apprenne aussi à lever la tête. Pour nous-mêmes, passer à un autre stade de connaissance et de perception des choses. Parce que nos fruits nous attendent là-haut. C'est ça l'enjeu. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Nusere Kalala Omotunde, pour cette interview. J'espère que donc vous passerez à l'action. N'hésitez pas à partager la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Merci de nous avoir permis cette interview. Oui, de rien, ça a été avec plaisir. Et donc, mes chez We Love, on passe à l'action. On passe à l'action. Bye bye. À topé, c'est gentil. À topé, voilà.